Il est probable que tu débarques sur cette vidéo complètement dépité. Oui, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu n'as pas eu 18 sur 20 à tes examens alors que tu as fait le taf pour. Tu as pris le temps, tu connaissais tout, tu as révisé, tu t'es exercé, tu as passé des heures sur tes cours et sur tes révisions, puis la sentence finale est tombée. Et là, tu t'es dit, peut-être que tu en demandes trop à la vie, en fait. Peut-être qu'en vrai, être CEO, ça demande trop de travail et de responsabilité et que peut-être ça vaut pas le coup. De toute façon, toi-même tu sais, les dés ils sont pipés et les Illuminati ils ont déjà choisi qui était leur élite. Toi au moins, toi tu vois la vérité, t'es pas aveuglé comme tout le monde. Bref, la douleur t'égare. Les malappris, les sacripants. La douleur t'égare, Thierry. Et si je te disais qu'en vrai, ce 18 sur 20, il y a moyen que tu l'aies. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Pour mieux comprendre le chemin vers le 18, il faut que tu comprennes déjà qu'il existe différents niveaux de savoir. Plus tu montes dans le niveau, plus ta maîtrise de ton sujet est profonde, plus ta connaissance est vaste et plus le chemin vers le 18 est accessible. Je vais donc te parler d'un outil qui à la base est un outil pédagogique, mais qui se révèle être également un excellent outil pour les étudiants. Et cet outil, c'est la taxonomie de Bloom. Déjà, qui est Benjamin Bloom en quelques secondes? Benjamin Bloom, c'est un psychologue américain qui était spécialiste en pédagogie. Dans les années 50, avec une équipe d'universitaires, il a proposé une classification des objectifs d'apprentissage, une sorte d'échelle de progression pour structurer l'enseignement et l'apprentissage. Son objectif, c'était de comprendre quels étaient les comportements intellectuels à adopter pour la maîtrise de certains concepts. À la base, c'est un outil pour les enseignants pour structurer leurs cours et ainsi aider les étudiants à mieux apprendre. Et c'est d'ailleurs encore aujourd'hui comme ça que sont structurés les cours dans les écoles américaines. La taxonomie de Bloom, elle se décompose en 6 niveaux, du plus simple au plus complexe, et on va voir ça en détail. Premier niveau, c'est se rappeler, remember. Tu es capable de te rappeler d'une information sans trop réfléchir. C'est réciter une définition, retenir une formule, bref, c'est la base en termes de mémorisation et c'est très limité. Ensuite, tu as le niveau d'au-dessus, c'est understand, comprendre. Là, tu saisis le sens des informations. Tu peux reformuler avec tes propres mots. Là, tu dépasses la récitation pure et tu commences à t'approprier, tu commences à apprivoiser ce que tu es en train d'apprendre. Ensuite, tu as le troisième niveau, c'est appliquer, to apply. À ce stade, tu arrives à utiliser ce que tu as appris dans des situations concrètes et dans des situations différentes. Un exemple tout simple, l'exemple typique, c'est tu as appris une formule de maths et on te demande de l'appliquer dans un exercice. Ensuite, le niveau 4, c'est analyser. À ce stade, tu arrives à décomposer les informations, tu arrives à faire des liens, à identifier les causes, les effets, les différences. Tu arrives à réfléchir sur ton savoir et tu cherches à comprendre les rouages de ce que tu apprends. Par exemple, en histoire, au lieu de te contenter d'apprendre les dates d'une guerre, tu vas chercher à comprendre les origines de cette guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que cette guerre a été déclenchée? Quels sont les effets? Quelles sont les causes? Quelles sont les conséquences? Ensuite, le niveau 5, c'est to evaluate, c'est évaluer. Là, tu portes un regard critique. Tu juges la pertinence, la validité, la fiabilité d'une information. Tu commences à trier, à comparer. Là, on n'est plus dans le fait de gober de l'information sans réfléchir. On réfléchit concrètement sur l'information que tu cherches à maîtriser. Par exemple, tu as un cours de psychologie et tu vas aller lire des articles scientifiques qui parlent de la théorie que tu es en train d'apprendre. Et toi, tu vas réfléchir aux différentes visions qui sont amenées par les différents scientifiques pour t'aider à construire une réflexion, à comprendre la critique de l'un ou de l'autre pour te forger une réflexion et un avis sur le sujet. Et enfin, tu as le 6e niveau, c'est le top, c'est créer, to create. Au sommet, tu produis quelque chose de nouveau à partir de tes connaissances. Une idée, une solution originale, un nouveau lien entre des concepts, là, tu es dans la maîtrise véritable. C'est par exemple ce que font les gens quand ils sont en thèse de doctorat. Ils sont tellement spécialisés dans leur sujet qu'on leur demande de porter un regard nouveau sur leur sujet, de l'aborder via un point de vue original, via un point de vue qui n'a pas forcément été abordé. Et on n'a pas forcément besoin d'aller jusqu'à la thèse pour ça, tu verras après. Cependant, dans la réalité, il y a 3 problèmes qui se posent. Le premier problème, comme tu l'as deviné, c'est que trop souvent, on s'arrête aux 2 premiers niveaux. Se rappeler et comprendre. On croit que connaître par cœur, ça suffit pour impressionner le correcteur. Mais le jour J, si l'examinateur il te demande de résoudre un problème un peu différent, d'interpréter un texte, de faire un commentaire, d'expliquer un phénomène sous un autre angle, là, il n'y a plus personne. Tu es resté dans la surface et tu n'es pas capable de creuser parce que tu ne l'as pas fait dans ton travail de révision. Résultat, tu tournes autour des 9, 10, 11, 12 et tu regardes le 18 comme un horizon lointain qui est impossible à atteindre. Le deuxième problème, c'est un problème de fond, c'est que monter les niveaux, ça demande un effort intellectuel important. Le savoir à acquérir, il n'est pas foncièrement difficile, c'est pas forcément dur, mais c'est l'effort à fournir qui est difficile. Et le truc, c'est que quand on est habitué à mettre en place des méthodes de travail
qui sont hyper passives, comme la relecture ou le fait de recopier, des méthodes qui ne demandent pas d'effort mental important, eh ben, apprendre à plonger dans un cours, à développer une réflexion, à se poser des questions, eh ben, c'est compliqué. Et pourtant, c'est exactement là que se trouve le 18 sur 20 auquel tu aspires tant. Et enfin, le troisième problème, ce qui cause cette note, c'est que ta stratégie de travail, elle n'est pas adaptée au niveau de l'examen. Malheureusement, pendant leur révision, nombreux sont les étudiants qui se confortent dans le savoir qu'ils ont. Ils ont appris des choses et ils s'entraînent sur ce qu'ils savent déjà. Conséquence, ils ne se challengent pas dans leur révision. Ils n'augmentent pas la difficulté dans leur révision et ça leur donne donc l'illusion qu'ils sont opérationnels. Et c'est l'hécatombe le jour de l'examen. Tu commences donc à comprendre un peu comment on peut transposer la pyramide dans les études. Parce que cette pyramide dans les études, ça donne quoi concrètement? Dans tes études, ça veut dire passer de la simple mémorisation à la capacité de réfléchir par toi-même. Au début, tu commences par retenir tes cours parce que c'est nécessaire. Mais au bout d'un moment, c'est plus suffisant. Les meilleurs étudiants, ceux qui visent le 18, ils sont capables d'appliquer, d'analyser, d'évaluer. Ils manipulent le savoir au lieu de simplement le subir et l'avaler. Ils se contentent pas de répéter ce qu'ils ont lu, ils le transforment, ils l'adaptent et ils se posent des questions. Prenons un exemple. Supposons que tu étudies un chapitre en géographie sur le développement durable. Au niveau du rappel, tu vas simplement retenir les définitions. Quand tu appliques, tu vas prendre ce concept et tu vas l'utiliser pour analyser la politique d'une ville, par exemple, qui cherche à réduire ses déchets. Ensuite, niveau 3, tu vas comparer cette ville à une autre. Tu vas identifier pourquoi une des politiques est plus efficace que l'autre. Tu vas analyser les stratégies, les forces, les faiblesses. Niveau d'au-dessus, tu vas évaluer la pertinence de chaque politique. Tu vas réussir à comparer ces politiques et à chercher à comprendre laquelle est la plus pertinente, laquelle, d'un point de vue économique ou scientifique, est la meilleure. Et enfin, le niveau d'au-dessus, le niveau des cracks, tu arrives à proposer une idée originale pour améliorer la gestion des ressources, tu arrives à proposer un plan d'action hybride ou ta propre vision du développement durable ou d'une politique que peut mettre en place une ville. Là, à ce niveau, tu ne fais plus que réciter. Tu réfléchis, tu raisonnes, tu adaptes, tu crées. Ça demande un effort important, ça demande énormément de réflexion et de travail de fond. Et c'est exactement ce que cherchent les correcteurs dans beaucoup d'examens, en particulier à partir du lycée et surtout au niveau académique. Je vais te donner 2 autres exemples qui sont tirés de mon expérience professionnelle. J'ai accompagné une élève de terminale l'année dernière et elle tournait autour des 12 en philo. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves en terminale, ils vont réviser leurs 17 thèmes de philo en apprenant leurs 17 thèmes par cœur et ils vont espérer que durant la dissertation, ils vont être capables de mener une réflexion pertinente. Et le truc, c'est que je lui ai dit, il y a moyen de faire beaucoup mieux sans chercher à apprendre tes 17 thèmes par cœur, en mettant davantage de profondeur dans les notions de philo. Et qu'en réalité, en fait, on philosophe tous dans la vie. Quand tu réfléchis au sens de la vie, quand tu réfléchis à ton existence, quand tu réfléchis à des thématiques profondes et que tu discutes avec tes amis, en fait, tu philosophes. Donc, tu es capable de mener une réflexion philosophique. En faisant ce travail de fond-là, de réflexion plutôt que de mémorisation, et en étant prête en termes de méthodologie, elle va forcément s'améliorer. Résultat, au bac, elle a eu 18 à l'épreuve de philo. Deuxième exemple qui va parler cette fois aux étudiants. J'ai une élève en licence 3 de psychologie et je lui fais comprendre que pour ses révisions, les lectures complémentaires vont plus l'aider que si elle se contente de relire son cours. Donc elle a ses cours de psychologie et les profs, ils leur donnent beaucoup de lectures complémentaires, des articles scientifiques, des extraits de livres, etc. Et elle s'est rendue compte en lisant les articles scientifiques que ça lui permettait de faire les liens avec son propre cours et de mieux comprendre les applications et les implications des théories qu'elle apprenait dans la réalité. Elle apprend beaucoup mieux, elle a une autre vision de ses cours de psycho où elle n'est plus là à simplement apprendre comme une élève, mais plutôt à s'approprier le cours comme une étudiante. Et qu'elle ne devait plus avoir de posture scolaire comme à l'école, c'est-à-dire je viens, j'apprends par cœur et je repars, mais une posture académique où elle vient en tant que future professionnelle et elle est là pour réfléchir, poser des questions, se questionner avec le professeur sur les théories qu'elle est en train d'apprendre. Du coup, comment remédier à ta méthode de travail et à tes révisions en se basant sur cette taxonomie? Maintenant que tu sais où ça coince, on va voir concrètement ce qu'on peut faire. Premièrement, aller au-delà de la simple relecture. Donc, reformuler avec tes mots. Au lieu de recopier ton cours, tu tentes une prise de notes qui est un peu plus personnalisée. Et pour ça, la méthode des bullet points, c'est une très bonne méthode de prise de notes. Un tirer, une idée. Ça te permet
de structurer ta prise de notes de façon très simple et de prendre des notes de façon très synthétique en résumant des idées sous forme de tirés avec des sous-tirés pour les détails de cette idée. Ça te permet de structurer ta prise de notes, de la synthétiser, de travailler ton cours de façon efficace sans passer par la case recopiage. D'autant plus que le métier de scribe, il n'existe plus. Si on veut recopier un truc en entier au mot près, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des photocopieuses. Donc, arrête de faire le taf d'une photocopieuse. Deuxièmement, appliquer tes connaissances à des exercices nouveaux. Là, je vais m'adresser à tous les gens qui font des maths ou dans les matières scientifiques. Il y en a beaucoup qui refont les exercices qui ont déjà été faits en cours. Mais le problème, c'est que non seulement tu connais déjà la situation, mais tu connais déjà les réponses. Même si tu peux me dire, je m'en rappelle plus, en vrai, tu t'en rappelles. Et du coup, t'es pas confronté à la difficulté ou à de nouvelles situations qui te demandent de réfléchir à tes formules et au raisonnement que tu dois adopter d'une manière différente. Donc, pour t'améliorer dans ces matières-là, il faut graduellement augmenter la difficulté de tes exercices en passant d'exercices d'application relativement simples à des exercices de perfectionnement, c'est ce qu'on appelle les fameux problèmes, où on te met dans des situations qui sont complètement nouvelles et qui te forcent à développer une réflexion par rapport au raisonnement que tu dois avoir. Ça demande beaucoup plus de temps, mais au moins tu vas mieux te préparer à l'évaluation que tu vas avoir et tu n'auras pas l'impression, le jour de l'évaluation, d'être face à quelque chose que tu ne comprends pas. Ensuite, troisième chose, analyser en profondeur. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement difficile chez les étudiants. Tu peux par exemple comparer des théories, trouver leurs points communs, leurs différences, ce qui les rend si particulières. Au lieu de simplement apprendre un cours d'histoire, essaye d'en comprendre les causes. Essaye de comprendre l'enchaînement des événements. Pourquoi un fait a entraîné un autre fait et ainsi de suite. En philo, par exemple, pour reprendre cet exemple, essaye de comprendre la différence entre la morale et la justice, entre le bonheur et la joie. Si tu as du mal avec des théories scientifiques ou avec des théorèmes en mathématiques, cherche sur ChatGPT ou sur Google les applications de ces méthodes dans la réalité, pour mieux comprendre la réalité de ces théorèmes et y trouver quelque chose de concret, parce que souvent on a du mal à les apprendre parce que c'est trop abstrait. Quatrième solution, c'est d'évaluer et de porter un jugement critique. Là, je m'adresse particulièrement aux étudiants, aux personnes qui font des études académiques. Quand tu as des informations de cours devant toi, cherche des infos supplémentaires. Si on te donne des informations, essaie de comprendre pourquoi on te donne ces informations-là. Un exemple tout simple, on nous apprend toujours les cours d'histoire en fonction du pays dans lequel on vit. En histoire, on apprend l'histoire des croisades, mais vue des Européens. Mais il existe un livre écrit par Amin Maalouf qui s'appelle « Les croisades vues par les Arabes », c'est-à-dire comment les personnes vivant dans les pays du Moyen-Orient ont vu arriver les croisés. Ça permet d'avoir deux perspectives différentes des mêmes événements. Et ça permet de porter un jugement critique sur des événements historiques, sur des choses qu'on nous apprend et mieux prendre du recul sur ces informations. Et enfin, le dernier niveau, créer, innover, aller plus loin. Alors, tu peux le faire dans une moindre mesure dans pas mal de domaines, mais par exemple, ça va être de créer ton propre schéma de révision pour quelque chose que tu es en train d'apprendre. Ça peut être de créer ton propre tableau récapitulatif pour mieux réviser certaines notions en économie, en droit, etc. Tu peux créer une nouvelle façon de lire ton cours, d'aborder ton savoir pour mieux l'apprendre, pour mieux le connaître, mieux le comprendre. Et quand on est à ce niveau-là aussi, on arrive à faire ce qu'on appelle de l'interdisciplinarité. C'est qu'on arrive à lier des chapitres de cours les uns avec les autres. Par exemple, tu comprends que certains événements économiques sont liés avec certains de tes chapitres d'histoire, etc. Là, à ce stade, tu personnalises ton accès à la connaissance et tu y mets un peu ta propre marque de fabrique. On va reprendre un exemple concret de cette démarche pour que tu comprennes bien. Imaginons tu as un cours de biologie sur le système nerveux. Premier niveau, tu apprends juste les définitions, les fonctions, donc tu es dans la mémorisation pure. Deuxième niveau, tu comprends, tu arrives à expliquer avec tes mots comment un réflexe se produit, par exemple. Ensuite, niveau 3, tu appliques, tu résous un exercice où on te décrit un symptôme et tu dois déterminer quelle zone du système nerveux est impliquée. Quatrième niveau, l'analyse, tu arrives à comparer les systèmes nerveux central et périphérique, tu cherches des liens, le rôle des différents systèmes, leurs interactions, etc. Niveau 5, tu évalues. Tu vas lire une étude scientifique sur le sujet, tu vas essayer d'en comprendre la réflexion, la méthode employée par le chercheur et la pertinence des résultats. Et enfin, le niveau 6, tu crées un schéma inédit, une sorte de diagramme qui montre les connexions, où tu imagines une expérience pour tester un nouveau réflexe. Et avec ce travail, le jour de l'examen, tu ne seras pas perdu, parce que tu auras développé l'agilité intellectuelle pour faire face à des questions nouvelles, à des situations nouvelles, à des questions qui peuvent être surprenantes et aux situations inédites. Et enfin, la dernière solution, ça c'est le plus important, écoute bien, c'est qu'il faut absolument adapter ta stratégie de révision et ta stratégie de travail
en fonction du niveau que requiert l'examen que tu es en train de préparer. Si tu as un examen qui te demande de gérer ton sujet au niveau 4 et que toi, dans tes révisions, tu te contentes du niveau 1, il faut pas se plaindre que t'es pas 18. Si tu as une dissertation, un exercice de maths en prépa, si tu as une étude de cas, des examens qui sont clairement du niveau 4, voire du niveau 5 en fonction de ton cursus, tu ne peux pas te contenter de travailler tes cours en niveau 1 ou niveau 2 avec de la simple mémorisation et de la simple compréhension. Ta stratégie de révision, elle n'est pas du tout cohérente et adaptée au niveau de l'examen et aux exigences que te demande l'examen que tu es en train de préparer. C'est donc à toi d'évaluer dès le départ le niveau que te demande l'examen que tu as à préparer pour adapter ton niveau de travail pendant tes révisions et ainsi éviter les mauvaises surprises le jour de l'examen et le jour du rendu des notes. Et pour conclure, je voulais te faire une comparaison un peu tirée par les cheveux, mais qui va te parler, parce qu'on va parler de quelqu'un qui est monté au niveau 6. Cette personne, c'est Faker. Bon, si tu connais pas Faker, je te résume en une phrase. Faker, c'est la légende du jeu League of Legends. Ça fait plus de 10 ans qu'il règne sur ce jeu en maître absolu. Ce qui est intéressant avec Faker, c'est qu'il est au top de la pyramide de la taxonomie de Bloom, et il y a un moment précis où il nous a montré qu'il était au niveau 6. C'était en 2013. Faker, durant une compétition, tue un de ses adversaires. Seulement voilà, les casteurs, les commentateurs sont surpris. Ils n'ont jamais vu un joueur mourir de cette façon, et au début, ils pensent qu'il s'agit d'un bug technique. Mais en fait, pas du tout. Faker avait découvert dans le jeu que lorsqu'un perso passait d'un niveau à un autre, il y avait un tout petit temps de latence, de l'ordre du dixième de seconde, pendant lequel le joueur ne pouvait rien faire. Il a donc volontairement attendu que l'adversaire opère ce changement de niveau pour lancer son attaque. Aujourd'hui, c'est une technique qui est utilisée par beaucoup de joueurs, mais c'est Faker qui l'a fait découvrir au monde ce jour-là, démontrant ainsi la maîtrise phénoménale qu'il avait de ce jeu, le fameux niveau 6 de la pyramide. Bon, je te l'accorde, on peut pas être le Faker de toutes les matières en cours, et c'est pas nécessaire. Mais on est suffisamment intelligent pour ne pas se contenter d'avaler de l'information comme des idiots sans faire marcher notre cervelle. Mon objectif, ma mission ici sur Studies, c'est de te prouver que tu es intelligente, que tu es intelligent, que tu as largement les capacités de réussir les études que tu souhaites mener et qu'en te dotant des bons outils, des bonnes stratégies et en faisant les efforts nécessaires, tu peux briller dans tes études et dans ton domaine. Et dans ce monde où on surfe sur toutes les connaissances sans en garder la moindre sagesse, peut-être que la lumière se trouve dans les profondeurs obscures de ces savoirs dont on essaie tant de nous distraire. Alors plongeons ensemble pour découvrir ces trésors qui sont bien enfouis. C'était Samira, j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo.